Bonsoir à tous. Bienvenue sur notre événement Retraite et défiscalisation. On vous dit tout sur notre PER ce soir. Je suis ravie de vous retrouver pour ce premier webinaire de rentrée. Je vais laisser quelques minutes comme d'habitude tout le monde s'installer. On part pour à peu près, je dirais, 45 minutes. Donc, vous avez le temps de bien vous installer, de prendre un petit truc à boire et de vous mettre dans des bonnes dispositions. Prenez peut-être une petite feuille de papier parce qu'il y a certaines choses qu'on va évoquer qui sont pas forcément toujours simples, mais j'espère que tout va bien se passer et qu'on va passer un bon moment ensemble. Je m'appelle Valentine, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, qui ne m'ont pas encore vu, soit sur un webinar, soit sur une vidéo. Je suis CEO de mon petit placement et en charge de toute la partie conseil et investissement. Donc, j'espère réussir à répondre à toutes vos questions lors de ce webinar. Je voulais vous mentionner 2-3 petites choses avant qu'on commence. La première, c'est qu'on va tester un nouveau format avec ce webinar. Il va être enregistré également en format audio, de manière à ce qu'on puisse en faire un podcast et ainsi pouvoir être écouté et réécouté plus simplement peut-être qu'une vidéo qui est parfois un petit peu lourde. Donc, quand tout le monde sera installé, je vous ferai une micro-pause et une deuxième introduction. Ne soyez pas étonnés, mais donc voilà, on enregistre ce webinaire en format podcast et je vous rappelle que si vous êtes inscrit au webinar, vous pouvez nous quitter en cours de session. Vous recevrez de toute façon un replay vidéo et podcast, comme je vous disais, dans les prochains jours. Donc, n'hésitez pas, si vous avez quelque chose d'urgent à faire, vous pouvez nous quitter et rattraper un petit peu plus tard la suite de la présentation. Dernière petite chose avant de faire la vraie introduction pour le podcast. Je vais du coup pas pouvoir répondre à vos questions en live. Le but étant que pour quelqu'un qui écoute cette présentation dans sa voiture ou dans le métro, dans ses écouteurs, ce soit pas trop pollué par des questions intempestives. Donc, on a mis nos meilleurs modérateurs sur le chat, en l'occurrence Hugo et Victor. Normalement, ils connaissent le PER sur le bout des doigts et ils tapent très très vite. Donc, ils pourront répondre à toutes vos questions sur le bloc de chat à droite. Et puis, évidemment, s'il y a des points qui sont pas clairs, que vous voulez approfondir, eh ben, rendez-vous sur le chat avec nos conseillers ou nous, on reviendra aussi vers vous pour aborder ces sujets-là directement. Eh bien, écoutez, j'ai fait mes 2-3 petites minutes d'intro pour que tout le monde s'installe. Donc, je vais vous proposer de partir sur notre présentation. Retraite et défiscalisation, on te dit tout sur notre PER. Je laisse un tout petit silence et je vous reprends tout de suite. Bonsoir et bienvenue à tous sur cette nouvelle édition autour de la retraite et de la défiscalisation. Ce soir, on vous dit tout sur notre PER chez Mon Petit Placement. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'accompagner sur un sommaire en 3 parties. D'abord, une introduction au PER, un gros focus ensuite sur la partie défiscalisation du PER et enfin, évidemment, les tenants et aboutissants de notre PER à nous, le PER by Mon Petit Placement. On espère à travers ces 3 parties répondre aux questions principales que vous pouvez vous poser. Et puis évidemment, s'il y en a d'autres, on vous rappelle qu'on est disponible sur le chat de Mon Petit Placement 7 jours sur 7 et quasiment 24 heures sur 24. En tout cas, vous pouvez nous joindre de 9h à 22h sans aucune difficulté. Alors, le PER, une enveloppe dont tout le monde parle dernièrement, une enveloppe qui a une référence directe à une période de notre vie que certains espèrent, d'autres redoutent, le PER, le plan épargne retraite. Et en effet, avoir une retraite de rêve, ça se prépare un petit peu. Quand on regarde les chiffres, il y a quelques petites choses qui nous interpellent et qui évoquent la possibilité de rapidement, en effet, se mettre en action pour préparer sa retraite. Un chiffre qui est important, c'est que grâce à l'augmentation de la durée de vie en France, on va avoir en moyenne une retraite qui va durer 27 ans. 27 ans de retraite, dit comme ça paraît beaucoup ou alors ça paraît peu. Chacun sa philosophie de vie. Surtout quand on sait que ces 27 ans de retraite, il faudra les financer avec des revenus bien inférieurs. En l'occurrence, les revenus peuvent baisser jusqu'à 50% par rapport à nos derniers salaires, notamment quand on est cadre. Donc, on va avoir une période longue et douce
qu'il va falloir financer avec moins de revenus peut-être que ce à quoi vous vous êtes habitué dernièrement. Et évidemment, je garde ma casquette d'ambassadrice Femmes et Finances pour vous rappeler que malheureusement, les femmes ont encore aujourd'hui une pension inférieure de 40% à celle des hommes. Normalement, ces quelques chiffres, ils sont là pour vous montrer que, comme on vous le disait juste avant, une retraite de rêve, ça se prépare un tout petit peu. Surtout quand on rajoute à ça la distinction entre les différents régimes de retraite. Il y a deux systèmes de retraite. Le système de retraite par répartition, qu'on a en France, et le système de retraite par capitalisation. Le système de retraite par répartition, je ne vais pas vous faire un cours autour du système de retraite en France, surtout que ce sera une surprise pour personne, mais il est quand même particulièrement complexe. Simplement, ce que je voulais vous dire ici, c'est que le nombre de cotisants par retraité baisse. Dans notre système de retraite par répartition, les personnes qui travaillent, les actifs, cotisent à travers leur salaire et leur cotisation sociale pour financer les retraites de leurs aînés, les retraités. En 1960, nous avions 4 cotisants pour un retraité. En 2000, 2 cotisants pour un retraité. En 2020, 1,7 cotisants pour un retraité. Et en 2050, les projections qui sont des projections purement démographiques prévoient 1,2 cotisants pour un retraité. Ce qui signifie, sans vouloir rentrer dans des grandes considérations politiques, qu'on va quand même avoir moins de personnes qui cotisent pour un retraité et donc par définition des pensions de retraite qui vont peut-être encore être un petit peu revues à la hausse, enfin plutôt à la baisse qu'à la hausse, pardon. À l'inverse, dans un système de retraite par capitalisation, en fait, tout simplement, on dit à chaque actif de se créer sa propre retraite à la hauteur de ses moyens. Aux États-Unis, par exemple, il y a beaucoup de fonds de retraite, des fonds de pension retraite qui sont créés, auxquels on peut confier de l'argent régulièrement, par exemple tous les mois, tous les trimestres, tous les ans. Et ces fonds de retraite, à la fin, au moment où vous allez partir à la retraite, ils seront en charge de vous verser votre pension retraite. Mais du coup, ça n'a rien d'obligatoire. En fonction des périodes de votre vie, vous pouvez mettre plus, moins. Et surtout, il faut bien choisir votre organisme de pension de retraite puisque vous allez lui confier de l'argent pendant toute votre vie. Charge à lui de vous le rendre une fois que vous serez à la retraite et donc de bien l'investir entre-temps. Les deux systèmes de retraite sont généralement assez distincts. Par pays, on est soit dans l'un, soit dans l'autre. Mais les investisseurs sont capables de cumuler un petit peu les deux, notamment les investisseurs français. Ce qui veut dire qu'en tant que Français, vous pouvez vous fier, à nouveau, je ne veux pas avoir de discussion politique avec vous, mais vous pouvez vous fier quand même à notre système de retraite par répartition et choisir à côté d'avoir une stratégie d'investissement pour préparer vous aussi votre retraite par capitalisation ou alors le supplément de retraite que vous souhaitez vous offrir pour vos 27 années de vie à la retraite. Il y a plein de manières de le faire, l'immobilier, la bourse, l'assurance vie. En général, on sait bien être inventif pour préparer la retraite de ses rêves. Et en l'occurrence, aujourd'hui, on va parler d'un dispositif qui permet de préparer sa retraite. En tout cas, c'est un dispositif qui a été créé par notre législateur pour aider les Français à préparer leur retraite. C'est le PER. Et donc, on y est. Le PER, c'est quoi concrètement? Retraite, défiscalisation et blocage. Retraite. Pourquoi? Le PER, c'est un dispositif d'investissement qui va vous permettre, un petit peu comme ce que je vous disais tout à l'heure avec les fonds de pension américains, de placer de l'argent régulièrement sur une enveloppe qui va être dédiée à la préparation de la retraite. Elle l'a carrément dans son nom que c'est dédié pour la préparation de sa retraite. Mais il y a surtout une caractéristique qui est très importante et qui engage l'investisseur à être dans une stratégie de préparation de sa retraite, c'est que quand on va investir dans cette enveloppe, les fonds vont être bloqués. L'argent que vous allez investir va être bloqué jusqu'à votre retraite, sauf certains cas de déblocage anticipé que je vous détaillerai juste après. Mais donc, dans le plan épargne retraite, il y a une réelle volonté d'engager la personne qui se lance là-dedans pour sa retraite puisque l'argent va y être bloqué. Et en contrepartie de ce blocage qui peut quand même être relativement long, si on commence à avoir une stratégie de préparation de sa retraite à 20 ans, on offre on offre une possibilité de défiscaliser l'argent qu'on va placer sur cette enveloppe. Là aussi, vous l'avez compris, on va passer un petit peu de temps sur ce sujet, donc je ne rentre pas dans le détail. Mais finalement, si on doit retenir 3 choses du PER, c'est un dispositif qui est fait et qui est construit pour aider les Français à préparer leur retraite en complément de notre système de retraite par répartition.
C'est un dispositif de défiscalisation et en fait, vous allez voir que c'est quasiment le seul en France qui offre des objectifs de défiscalisation, qui offre des avantages fiscaux. Et troisième caractéristique, c'est une enveloppe aussi, c'est une des seules, même s'il y en a d'autres, cette fois-ci un petit peu plus, qui est bloquée jusqu'à une certaine date. Le PER, c'est l'issue d'une très longue lignée. Ça fait assez longtemps, bizarrement, que le législateur français a créé des dispositifs d'épargne retraite individuelle. Il a créé des produits d'épargne d'entreprise, des produits d'épargne individuels. Peut-être que les noms suivants vont vous parler. Le PERCO, l'article 83, le PERP, le Madelin. Tout ça, c'est des enveloppes de préparation de la retraite qui existent depuis bien longtemps pour inciter en effet les épargnants et les investisseurs français à venir accompagner leur retraite par répartition d'un petit supplément. Puis finalement, on a une loi qui est très importante, qui est la loi Pacte de 2019, qui va venir simplifier tout ça. En tout cas, vraiment, dans l'origine de la loi Pacte de 2019 au sujet de l'épargne retraite, il y avait une logique de simplification. Cette simplification, elle passe déjà tout simplement par la nomination de ce produit-là. On va plus avoir PERCO, PERP, Madelin, article 83, on va avoir un PER, plan épargne retraite, avec différents compartiments. Donc ça y est, vous aviez peut-être différentes enveloppes dans plein d'établissements différents qui avaient suivi votre carrière, etc. Depuis la loi Pacte de 2019, vous avez désormais un PER unique qui est capable de centraliser toutes les enveloppes d'épargne retraite que vous avez détenues par le passé. Il va y avoir un compartiment collectif, un compartiment catégoriel, donc en fonction de votre statut en tant que professionnel, et une partie individuelle que vous pouvez gérer librement. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est un petit quiz très rapide sur les objectifs du PER. Je veux juste m'assurer que tout le monde me suit parce que vous allez voir, ça va se compliquer dans la partie 2. Les objectifs du PER sont A, de financer des études supérieures ou un projet immobilier avant la retraite. B, de se constituer une épargne long terme avant le départ à la retraite. C, d'obtenir un complément de revenu. D, de se protéger contre les aléas de la vie et retirer des fonds si nécessaire. Ou E, de défiscaliser. Je vous laisse un petit moment de réflexion. Volontairement, je vous avais amené sur la piste d'une solution avec plusieurs objectifs du PER. Les réponses sont se constituer une épargne long terme avant le départ à la retraite, obtenir un complément de revenu à la retraite, c'est vrai qu'elle était un peu touchy celle-là, je vous l'offre, et évidemment de défiscaliser. Je dis évidemment, mais finalement c'est pas si évident. Vous le verrez dans la troisième partie, il existe pas mal de petits tips patrimoniaux, ou en tout cas de petits montages auxquels réfléchir, qui font que le PER est autrement plus large que juste une enveloppe de défiscalisation. On peut ainsi, grâce à lui, épargner régulièrement, se créer un complément de revenu, protéger son conjoint, se protéger aussi soi-même contre des accidents de la vie. Donc ça, on va rentrer un petit peu dans le détail, vous allez voir juste après. Félicitations pour ce premier quiz. Je continue avec la question que tout le monde se demande, que tout le monde se pose, pardon. Le PER, un investissement pour défiscaliser vraiment? Vous allez voir que la question peut porter à débat. Gardez déjà en tête que les versements effectués sur un PER peuvent être déduits du revenu imposable. Rien que sur ça, je peux m'arrêter un moment. Les versements effectués sur le PER peuvent être déduits du revenu imposable. Tous les ans, au moment où vous faites votre déclaration d'impôt, vous avez un revenu imposable. Il est défini par différentes catégories de revenus, professionnels, fonciers, éventuellement agricoles pour certains. Donc, vous avez votre revenu imposable et notamment votre revenu professionnel imposable. Et finalement, on va pouvoir déduire de ce revenu imposable ce que vous avez versé. Donc, j'ai versé 10 000 € sur mon PER. Mon revenu imposable va devenir revenu imposable moins 10 000 €. Donc, finalement, qui dit un revenu imposable plus faible dit des dit des impôts plus faibles également. Si j'ai moins d'impôts taxables, forcément, la taxe en bas de l'addition est plus faible. Notamment parce qu'en France, on a un barème progressif. Finalement, les personnes qui ont les plus gros revenus payent plus d'impôts marginalement sur la tranche marginale supérieure que ceux qui ont peu d'impôts. Ceux qui ont peu de revenus, pardon. Je vous avais prévenu que c'était un petit peu complexe. J'essaye de pas trop vous renvoyer vers les slides étant donné qu'il y a des gens qui nous écoutent en podcast.
Donc, finalement, il faut retenir que le PER est une enveloppe de défiscalisation en cela qu'on peut réduire son revenu imposable via ce qu'on verse sur son PER. Si on voulait avoir la conversion directe en matière de réduction d'impôt, c'est-à-dire que très bien, j'ai versé 10 000 € sur mon PER, mais combien en fait j'ai économisé d'impôt réellement? Dans ces cas-là, on va utiliser une notion qui est la tranche marginale d'impôt. C'est une donnée que vous avez sur votre avis d'imposition, donc que vous pouvez retrouver, et qui dépend justement de savoir si vous êtes dans les tranches hautes de revenus ou dans les tranches basses. En France, on commence l'imposition à une tranche à 11%, et plus nos revenus grossissent, plus on monte dans les tranches d'imposition, et on peut aller jusqu'à 45%. Ce qui veut dire que votre réduction d'impôt est égale à votre tranche marginale d'impôt fois le montant de ce que vous avez versé sur le PER pendant l'année. J'ai versé 10 000 € sur mon PER l'année dernière et j'ai une tranche marginale d'imposition à 45%. J'ai une économie d'impôt de 4 500 € puisque mon revenu étant diminué de ce montant, j'ai par multiplication une réduction d'impôt égale à cela. Je vais vous donner d'autres exemples. Ce qu'il faut savoir, c'est que malheureusement pour nous, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut, c'est-à-dire que je ne peux pas complètement éliminer mon imposition par le PER. Les petits malins fiscaux que vous êtes se disent peut-être, bah, c'est très bien, moi j'ai un revenu fiscal de 40 000 €, je viens justement d'avoir une prime cette année, et ben je vais verser 40 000 € sur mon PER, ça veut dire que j'ai un revenu imposable de 0, je ne paye pas d'impôt. C'est formidable le PER. Malheureusement, le législateur fiscal est passé par là. Et donc, ce n'est pas infini. Il existe des plafonds de versement. C'est-à-dire qu'on ne limite pas tellement la réduction d'impôt que vous allez avoir, on va limiter le montant que vous pouvez verser sur votre PER. Sachez que ce que vous versez, la réduction d'impôt liée au versement sur votre PER n'est pas soumis au plafonnement des niches fiscales de 12 000 € par an. Donc finalement, ce que va faire le législateur, il va dire bon, bah très bien, chaque épargnant français peut désormais préparer sa retraite et défiscaliser en versant sur un PER, mais on ne pourra pas verser autant qu'on le souhaite. Ou du moins, l'excédent par rapport au plafond fixé ne donnera pas lieu à défiscalisation. Alors du coup, on va donner un exemple. Si vous êtes salarié, le plafond de versement va être de 10% des revenus professionnels de l'année dernière, avec une déduction maximale d'à peu près 35 000 €. Dans mon exemple, j'ai un salaire à 50 000 € en 2023. Cette année, en 2024, je peux verser, pour avoir droit à déduction fiscale, jusqu'à 5 000 €, 10% de mon revenu de l'année dernière, sur mon PER. Je peux verser 5 000 € de mon PER qui viendront en diminution de mon revenu imposable. Si je n'ai pas eu d'augmentation entre 2023 et 2024, j'ai un revenu imposable en 2024 de 50 000 €, toujours. Si je veux verser 5 000 € sur mon PER, comme m'en donne le droit le plafond de déduction des versements, eh ben mon revenu imposable va passer à 45 000 €. Qui dit revenu imposable à 45 000 € dit imposition de 5 000 € de moins qui ont été extraits de l'assiette taxable. J'étais dans une tranche marginale d'impôt à 30%. J'économise du coup 1 500 € d'impôt finalement. Il y a une déduction maximale des versements de 35 000 €, je vous disais. Donc en gros, on peut aller jusqu'à des revenus très élevés. C'est-à-dire que si j'ai des revenus de 200 000 € par an, je peux verser jusqu'à 20 000 € sur mon PER. Si j'ai des revenus à 300 000 € par an, je peux verser jusqu'à 30 000 € sur mon PER. Si par contre j'ai des revenus de 400 000 € par an, je ne vais pas pouvoir verser 40 000 € sur mon PER. On va me dire non mais on arrête à 35 194 € précisément. Tout ce qui va être versé en excédent ne donnera pas lieu à déduction d'impôt. Si à l'inverse on a des revenus plus faibles, parce que là je vous ai donné l'exemple très large, on a des revenus plus faibles, par exemple on a des revenus professionnels de l'ordre de 35 000 €. On pourrait se dire, bon bah du coup 10% de 35 000 €, mon plafond il est de 3 500 €. L'administration fiscale a mis en place un plancher pour ces revenus qui est de 10% du plafond annuel de la sécurité sociale, en l'occurrence, pour cette année, de 10% de 43 992 €. Donc, en gros, si vous avez des revenus inférieurs à 43 992 €, vous pouvez, peu importe le montant de vos revenus,
déduire 4 399 €. C'est très précis. Mais si je reprends mon exemple de tout à l'heure, une personne qui gagnerait 35 000 € va pouvoir verser et donner lieu à déduction 4 399 €, donc plus que la simple application du 10% que je vous donnais tout à l'heure. Ce sont des plafonds qui sont calculés individuellement par contribuable. Donc, quand on est plusieurs sur sa fiche d'impôt avec le déclarant 1 et le déclarant 2, chaque déclarant va avoir son propre plafond de déduction qui est calculé comme ça. Simplement, il y a une possibilité de demander à l'administration fiscale de mutualiser les plafonds. Donc, si par exemple une année, il y a le foyer a un excédent de revenus qui nécessite de faire un gros versement sur son PER, on est capable de fusionner les plafonds des deux contribuables. De même, il existe une règle qui est capable de revenir sur les 3 dernières années de plafond non utilisés en cas de besoin. Ça, c'est quelque chose que vous allez voir, je vais vous le montrer juste après, version avis d'imposition. Mais c'est tout à la fin de votre avis d'imposition pour ceux qui l'ont reçu cet été, enfin peut-être tout le monde, mais donc sur votre dernier avis d'imposition, vous avez l'information. Tout l'exemple que je vous donnais, c'était pour les salariés. Donc salariés, combien je peux verser sur mon PER? 10% de mon revenu de mon revenu professionnel de l'année dernière. Quand on est TNS, travailleur non salarié, alors dans ces cas-là, l'administration fiscale estime que vous avez peut-être un besoin encore plus important de préparer votre retraite. Et dans ces cas-là, ce que l'administration fiscale offre, c'est un plafond de versement un peu plus large. En l'occurrence, si vous êtes travailleur non salarié, donc travailleur non salarié, ça peut être une profession libérale, médicale, un dirigeant d'entreprise. C'est vraiment un statut qui est assez large que normalement vous voyez avec votre expert comptable et qui du coup impose de un petit peu plus préparer sa protection sociale et notamment sa retraite. Dans ce cadre-là, pour les travailleurs non salariés, l'administration fiscale a prévu que le plafond de versement soit de 10% des bénéfices imposables de l'année dernière, plus 15% du bénéfice imposable qui excède le PAS, plafond annuel de la sécurité sociale. J'ai des bénéfices, par exemple, imposables de 60 000 € l'année dernière, en 2023. Mon plafond de versement PER va être de 10% de 60 000, 6 000, plus, petit boost, 15% de 60 000 moins le PAS. Je vous rappelle, il est à 43 992 €. Je vous épargne les détails et les centimes. Mais du coup, je vais pouvoir déduire de mon bénéfice imposable et il faudra que je le verse sur un PER, mais je vais pouvoir en tout cas venir réduire mon imposition à hauteur de 10% de mon bénéfice, 10 fois 60 000 €, plus 15% de 60 000 moins le PAS. Et tout ça, ça nous donne 8 401 €. Donc, vous voyez, il y a un petit boost par rapport à simplement le fait d'être salarié. Si on était salarié avec des revenus professionnels de 60 000 €, on pourrait verser 6 000 € sur son PER et déduire autant de ses revenus imposables. Comme on est travailleur non salarié, on a un petit boost qui nous porte à 8 401 € dans mon exemple. Et pareil, c'est pas parce qu'on est travailleur non salarié qu'on est sur des montants très élevés de bénéfices imposables. Donc, si vous avez des bénéfices imposables qui sont plus bas, par exemple des bénéfices imposables de 40 000 € l'année dernière, on pourrait se dire, exactement comme pour les salariés, que du coup, vous ne pouvez verser sur votre PER que 10% de votre bénéfice imposable, donc 10% fois 40 000 €, 4 000 €. Eh bien non. Il y a le même plancher qui dit que quand on est en dessous du plafond annuel de la sécurité sociale, on a un plancher à 4 399 € de versement PER déductible, peu importe votre revenu. J'espère que ça vous a donné un petit peu de visibilité. Ce qu'il faut surtout avoir en tête, c'est que l'administration fiscale, sachant que ça pouvait être un petit peu compliqué de connaître le plafond de déduction auquel on a le droit sur l'année en cours, a indiqué sur la dernière fiche de votre avis d'imposition le récap de tout ce qui a été fait. Donc, ce récap, il va être déclarant par déclarant. Le déclarant 1, on dira quel plafond tu as actuellement, quel est le plafond que tu n'as pas utilisé pour les revenus des 3 dernières années. Et donc, finalement, ils vont même jusqu'à faire la somme sous l'intitulé « Plafond pour les cotisations versées en 2024 » de tout ce à quoi vous avez le droit
tout ce que vous avez le droit de déduire et qui donnera lieu à déduction de votre impôt. Dans l'exemple que je donnais tout à l'heure, on est sur une personne qui va bénéficier de revenus inférieurs au PAS. Donc cette personne, ça fait 3 ans que elle a comme plafond de déduction 10% du PAS. Évidemment, le PAS est régulièrement revalorisé. Mais donc, finalement, une personne qui n'aurait jamais utilisé ces plafonds et qui a toujours été au PAS, enfin au seuil plancher, chaque année, et cette année en particulier, elle peut verser jusqu'à 16 000 € et quelques sur un PER et donc finalement réduire sa base taxable directement de 16 000 €. Donc, ça peut être un peu intéressant. Comme je vous le disais tout à l'heure, il y a plusieurs tips autour des plafonds de déduction. Il est possible de mutualiser son plafond avec celui de son conjoint et en plus, ça peut être intéressant si l'un des deux a des revenus plus élevés une certaine année ou en cas de décès. Donc, gardez en tête, même si je le souhaite évidemment à personne, que en cas de décès de votre conjoint, vous pourrez faire appel à son plafond l'année prochaine, quand vous ferez votre déclaration, à ces plafonds qui n'avaient pas été utilisés, ce qui peut parfois servir parce que au moment d'un décès, il y a pas mal de choses qui se liquident, qui peuvent venir pas mal augmenter le revenu imposable du conjoint survivant. Et donc, l'année suivante, verser sur un PER un gros montant, notamment s'il y a eu une petite succession, peut permettre de diminuer la facture fiscale. C'est l'heure du quiz pour voir si j'ai toujours quelques survivants avec moi après cette partie fiscale. La question que je vous pose, c'est la situation suivante. Vous êtes salarié, célibataire, sans enfant. Vos revenus en 2023 sont de 45 000 € et votre tranche marginale d'imposition est par suite de 30%. Quel est le plafond de déduction d'impôt? Combien est-ce que vous pouvez verser sur votre PER? Vous êtes salarié, célibataire et vous avez gagné l'année dernière 45 000 €. Vous allez pouvoir déduire jusqu'à 4 500 € de votre revenu imposable. Et petit bonus, si vous décidez de verser 4 500 € sur votre PER, vous aurez donc une réduction d'impôt l'année prochaine de 1 350 €, c'est-à-dire 30%, votre tranche marginale d'imposition, fois ce que vous avez versé. À vous de choisir si c'est une économie d'impôt qui vous attire. Et à la sortie, comment ça se passe? C'est vrai, on a parlé de l'imposition à la rentrée, à l'entrée, de la défiscalisation, des possibilités que ça offrait de protéger son conjoint, etc. On peut l'utiliser, mais finalement, quand je serai à la retraite, comment ça va se passer? Eh bien, le PER, à l'inverse des anciens dispositifs que vous connaissez peut-être comme le Madelin, le PERP, etc., offre la possibilité de sortir en capital. Donc là, pour le coup, on est très proche d'un fonctionnement comme celui de l'assurance vie. Vous avez mis de côté toute votre vie un capital, vous êtes à la retraite, vous avez sur votre application Mon Petit Placement le montant de votre PER, et puis vous vous dites, bon, je vais tout récupérer d'un coup, ou même vous pouvez vous dire, je vais tout récupérer en plusieurs fois, et je clôture mon PER. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la sortie en capital, soit en une seule fois, soit en plusieurs fois. Les deux sont possibles. Et il y a un traitement fiscal qui est un tout petit peu complexe, puisqu'on reste dans une république avec une source de revenus qui est le revenu fiscal pour l'État, j'entends. Donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que quand vous allez sortir en capital, ce qui va se passer, c'est que on va dire, OK, tout ce qui avait été déduit du revenu fiscal à l'entrée, on va le réintégrer au revenu imposable. Donc, pendant toute ma vie, j'ai versé, comme je vous disais tout à l'heure, 4 500 € tous les ans sur mon PER. Ça m'a donné lieu à déduction d'impôt. Si je sors en capital, quand je vais sortir en capital, on va réintégrer ça à mon revenu imposable. Bon, ça s'équilibre du coup, peut-être. Les gains que ça aura générés, par contre, seront pas du tout exonérés d'impôt, au contraire. Les gains que ça aura générés, puisque cet argent, il va être placé, le but, c'est qu'il aille sur les marchés financiers, qu'il grossisse grâce aux intérêts composés, etc. Les gains, ils seront imposés à la flat tax, les fameux 30% avec de l'impôt et les prélèvements sociaux. Par
Par contre, si vous n'avez pas déduit vos versements à l'entrée sur le PER, ce qui est possible, ce que je vous disais tout à l'heure, j'ai le droit avec les impôts de verser 4 500 € sur mon PER et de les déduire de mon revenu imposable. Si j'ai envie de verser 10 000 € pour préparer ma retraite parce que c'est important pour moi d'assurer cette partie-là de ma vie, elle va être longue, voilà, mais donc je préfère bloquer de l'argent même si ça ne donne pas d'intérêt fiscal, c'est tout à fait possible. Dans ces cas-là, au moment de la sortie en capital, les versements seront exonérés d'impôts, donc on ne va pas réintégrer à votre revenu imposable ce que vous aviez versé à l'époque. Et pareil, les gains que auront généré ces versements non déduits seront imposés à la flat tax. Gardez en tête le petit tips patrimonial qui consiste à se dire, bon, je pars à la retraite, je retire mon capital d'un coup, ce qui me permet d'avoir du cash sur mon compte courant. Et dans ces cas-là, je l'investis sur un contrat d'assurance vie avant mes 70 ans pour profiter des avantages successoraux de cette enveloppe. On a déjà fait pas mal de webinaires et j'espère bientôt de podcasts sur l'assurance vie. Donc, si vous avez un doute, n'hésitez pas à aller les consulter de nouveau ou venir nous demander un petit cours particulier sur le chat. Mais je vous rappelle que l'assurance vie, quand on verse sur l'assurance vie avant ses 70 ans, on a des avantages successoraux que aucune autre enveloppe en France n'offre. Donc, se dire qu'on a cotisé tout au long de sa vie active sur un PER et qu'il y a tellement d'argent grâce aux intérêts composés et aux marchés financiers qu'on aimerait commencer à les transmettre à ses proches avec une fiscalité plus douce, peut passer par l'ouverture d'un contrat d'assurance. Mais on peut aussi sortir d'un PER en rente viagère. Donc, vous aurez le choix. Au moment de votre départ à la retraite, on vous dira, bah, bravo, vous avez mis 100 000 € de côté tout au long de votre vie active pour votre retraite. Désormais, qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez sortir en capital, récupérer les 100 000 € ou est-ce que vous voulez convertir cet argent en rente? Ou est-ce que vous voulez faire les deux? Parce qu'il est possible aussi de concilier les deux. Je prends une partie en capital pour changer de voiture ou m'acheter ma résidence secondaire pour la retraite et une partie en rente. Comme ça, je suis sûre que jusqu'à ma mort, j'aurai un complément de revenus mensuel. La rente, on va demander à l'assureur, ok, ben, j'ai 100 000 € sur mon PER. Si je décide de sortir en rente, combien vous me versez jusqu'à ma mort? Et là, l'assureur va faire travailler toutes ses équipes pour vous dire, bon, bah, écoutez, compte tenu de votre espérance de vie, bon, selon l'étape de mortalité, hein, c'est pas eux qui vous demandent combien encore vous allez vivre. Selon l'étape de mortalité, le capital que vous avez versé sur, le capital qui est disponible sur votre PER et ce que je pense pouvoir vous offrir en termes de rendement, je vais vous verser tel montant jusqu'à votre mort. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec la rente, il n'y a pas de retour en arrière possible. Une fois que vous aurez converti en rente votre PER, si vous mourrez 3 jours après d'un accident de la route, le capital ne sera pas transmis et la rente non plus à vos descendants. Donc, en général, on dit avec une rente viagère, il y a toujours un gagnant et un perdant. Soit c'est vous qui gagnerez parce que vous vivrez plus longtemps que ce que l'assureur attendait de vous, si je puis dire. Et donc, vous allez continuer à avoir cette rente jusqu'à votre décès, même une fois que ça aura excédé le montant que vous aviez mis de côté sur votre PER. Soit malheureusement, vous décédez avant le terme sur lequel les calculs avaient été faits. Et dans ces cas-là, la rente n'est pas transmise aux héritiers. Bon, il y a aussi des cas de sortie anticipée. Vous allez mettre de l'argent régulièrement sur votre PER, défiscaliser ou non en fonction de vos objectifs, attendre votre retraite pour choisir si vous sortez en capital ou en rente. Et puis, malheureusement, dans la vie, on ne contrôle pas tout. Et il existe des cas de sortie anticipée. En l'occurrence, sur le PER, il est possible de retirer son argent avant la retraite si on achète une résidence principale, si on a un accident de la vie, une invalidité ou le décès de soi-même ou de son conjoint. Si nos droits de chômage expirent, donc qu'on est dans une situation précaire. Si on est en situation de surendettement, donc là aussi qu'on a vraiment besoin de ressources. Ou si on était dirigeant d'une entreprise qui a été placée en liquidation judiciaire. En gros, le PER est également un outil de prévoyance. Si vous êtes dans un de ces cas, une de ces situations un petit peu compliquées, vous allez pouvoir sortir de votre PER même si vous n'êtes pas à la retraite. Dans toutes ces conditions, sauf l'achat de résidence principale,
la sortie du PER sera exonérée d'impôts. Donc, tout ce que je vous ai dit avant sur on réintègre le montant des versements qui a donné lieu à la déduction d'impôts ne vaut pas. Si vous êtes dans une situation précaire qui impose, en tout cas qui est listée dans les cas de déblocage anticipé de votre PER, vous ne serez pas imposé sur le capital versé et les gains seront soumis uniquement aux prélèvements sociaux. Donc, on va essayer. Il est prévu par la loi que dans ces situations, étant donné que vous êtes dans une situation qui s'avère un petit peu compliquée, on va diminuer au maximum la pression fiscale qu'il peut y avoir sur ce capital pour vous donner de l'argent pour essayer de rebondir. Tout ça fonctionne dans les cas d'accident de la vie ou en tout cas dans les cas un petit peu compliqués. Ça ne vaut pas pour l'achat d'une résidence principale. Donc, nouvelle casquette du PER. Le PER peut vous servir à préparer l'achat d'une résidence principale, que ce soit la première, la deuxième ou peu importe. Si vous achetez une résidence principale, vous pourrez écrire à votre établissement dépositaire et par exemple à Multiplacement en disant j'achète ma résidence principale, je veux liquider mon PER pour apport, travaux, ce que vous voulez. Mais donc, il faut quand même fournir un document du notaire disant que vous achetez votre résidence principale. Dans ces cas-là, malheureusement, c'est le même traitement fiscal. Enfin, malheureusement. Déjà, vous avez la possibilité de récupérer votre argent, ce qui n'était pas le cas sur les dispositifs précédents comme le Madelin ou le PERP. Mais on va vous rendre le capital pour acheter votre résidence principale. Ça va simplement donner lieu à un frottement fiscal puisque ce que vous aurez versé à l'entrée avec une réduction d'impôt va être réintégré à votre revenu imposable et les gains que ça aura générés vont être taxés à la flat tax. Donc, c'est le même traitement fiscal que la sortie en capital au moment de la retraite que je vous exposais tout à l'heure. Le PER de Mon Petit Placement maintenant. Il est temps de vous expliquer pourquoi on a voulu s'intéresser à cette enveloppe. Bon, déjà, vous l'aurez un petit peu compris, on a voulu s'y intéresser parce que finalement, cette enveloppe, elle a plusieurs casquettes. On s'est dit que jusqu'ici, on travaillait avec un contrat d'assurance vie qui, pour moi, reste l'enveloppe la plus souple et qui permet de répondre vraiment à toutes les situations de vie. Mais ça peut parfois manquer un peu d'avantages. Il y a des avantages fiscaux à l'assurance vie, mais c'est plutôt en cas de décès ou en cas de rachat après 8 ans. Donc, bon, nous, on veut des avantages fiscaux maintenant, quoi. Il y a pas tellement de cas positifs. Donc, c'est pas tellement un outil de prévoyance, l'assurance vie. Bon, si vous êtes en difficulté financière, vous faites un retrait de votre assurance vie, mais on va taxer ça comme si c'était pour partir en vacances. En cas également d'acquisition de la résidence principale, il va pas y avoir de traitement particulier. Donc, en fait, on s'est dit, le PER, il a ses avantages et ses inconvénients. Et en l'occurrence, nous, on sera très vigilants si vous avez un projet d'investissement dans un PER à la durée de blocage parce que c'est quand même assez ferme, c'est quand même assez engageant de se dire l'argent que vous versez, il est bloqué jusqu'à votre retraite. Donc, il faut être prudent, il faut peut-être pas mettre trop d'argent. Et c'est vrai que du coup, la carotte fiscale peut parfois engager à mettre des montants sans se rendre trop compte que après c'est bloqué jusqu'à la retraite. Donc, il a ses avantages, il a ses inconvénients, mais en tout cas, on a trouvé que, quitte à ouvrir une autre enveloppe chez Mon Petit Placement, et c'est quelque chose qui nous excite beaucoup, assurance vie et quoi d'autre, et le PER, c'était pas mal parce que c'était très complémentaire. On verra plus tard s'il y en a d'autres. Mais donc, du coup, le PER de Mon Petit Placement, on s'est dit, répondons à cette demande, qui était une demande assez forte aussi de vous, nos clients, et essayons de le faire à l'image de Mon Petit Placement. J'aurais été intéressée si on était dans un modèle d'échange interactif comme Hugo peut l'avoir actuellement sur le chat, de savoir ce que c'était pour vous un PER à l'image de Mon Petit Placement. En tout cas, nous, comment on l'a construit, c'est simple et efficace. Donc, c'est-à-dire, tout ce pourquoi on choisit Mon Petit Placement doit être également appliqué à ce PER. Le PER, il doit être accessible à partir de 300 €. C'est le cas. Aujourd'hui, on peut verser 300 € pour son PER parce qu'on a besoin de réduire sa facture fiscale uniquement de 300 € fois son taux marginal d'imposition. On doit avoir des frais qui sont lisibles, transparents et si on peut, relativement bas. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on a investi pendant 30, 40, 50 ans, finalement, si on a des petits frais qui annuellement viennent grignoter la performance, l'effet boule de neige et les intérêts composés, ils fonctionnent moins bien. Si on a moins de frais, ça fait plus de capital réinvesti et donc globalement, ça fait plus de capital pour sa retraite. On a essayé aussi de penser ce PER avec un niveau de personnalisation important. Donc, en fonction de qui vous êtes, vous allez avoir besoin de plus ou moins d'accompagnement.
vous allez avoir besoin d'un mode de gestion plus ou moins délégué. On voit par exemple que sur l'assurance vie, régulièrement, il est important de faire un petit point sur comment ça se passe, votre contrat, etc. On est sur le PER dans la même veine. Si vous avez besoin de discuter avec nous, quand est-ce qu'on peut le faire, et si vous avez besoin au contraire de vous laisser complètement porter, on peut maintenant l'offrir aussi grâce à ce PER. Et enfin, évidemment, on a un accompagnement 7 jours sur 7. Je vous en parlais au début de ce podcast. N'hésitez pas vraiment à solliciter notre chat. On a passé du temps à former les équipes et pas un bot, à vous parler du PER, à savoir s'adapter à votre situation, à répondre à vos questions. Donc, je continue à mettre fortement en avant notre super équipe qui est disponible sur le chat 7 jours sur 7. On avait aussi en tête que ce PER multiplacement simple, efficace, mais en fait, on arrive un peu après l'orage parce que quand même, vous êtes déjà nombreux à avoir des PER. Donc, comment est-ce qu'on va faire? Bonne nouvelle, je vous donnais tout à l'heure les avantages et les inconvénients du PER. Il y en a un par rapport à l'assurance vie, c'est qu'un PER, ça se transfère. Une assurance vie aussi, théoriquement, ça se transfère. Mais pour ceux qui ont essayé de s'y frotter, les conditions pour réussir ce transfert sont tellement compliquées que je vois pas beaucoup de transferts d'assurance vie de mon côté. Par contre, les PER, ça se transfère très simplement. La procédure, elle est très simple. Si vous avez déjà un PER chez un de vos dépositaires, un de vos établissements, que vous n'en êtes pas forcément très satisfait ou qu'en tout cas, vous souhaitez tout centraliser chez Mon Petit Placement, on serait ravis d'accueillir votre PER existant. Et les étapes, ça va être d'ouvrir un PER chez Mon Petit Placement à partir de 300 €, donc avec le minimum, mais on est obligé d'avoir une enveloppe ouverte pour pouvoir ensuite accueillir l'enveloppe existante. Exactement comme quand vous faites un virement, vous avez besoin du RIB de la personne à qui vous envoyez de l'argent. Du coup, quand on va demander à votre gestionnaire de nous virer le PER pour le transférer chez nous, il va nous demander où est-ce qu'il faut que je dépose les fonds. Et donc, on est obligé d'ouvrir un PER avant tout. Donc, on ouvre un PER MPPE. Ensuite, on envoie les documents à votre établissement actuel. Donc, il faut évidemment signer quelques documents pour que cette demande ne vienne pas de nous, Mon Petit Placement, mais que ça vienne bien de vous, clients de cet établissement. Et ensuite, on s'occupe, nous, de se mettre en contact avec l'établissement dépositaire. Et ensuite, on attend tranquillement qu'il nous fasse le virement des fonds de votre ancien PER. Et évidemment, c'est un secret pour personne. Ils sont pas très pressés en général de vous perdre en tant que client et de nous virer l'argent. Donc, on prévoit des délais de minimum 60 jours pour ce type de process. Donc, s'il y a un enjeu de défiscalisation en 2024, il faudra se poser la question de savoir est-ce que vous faites le versement sur Mon Petit Placement avant le transfert ou est-ce qu'on attend le transfert parce que vous avez déjà fait peut-être des versements sur l'autre établissement avant de demander le transfert. On aura le temps d'en discuter si vous êtes dans cette situation. C'est l'heure du quiz pour voir si une nouvelle fois j'arrive à garder tout le monde au bout de 45 minutes de PER. Je vous pose une petite question. Quel est le minimum à avoir sur son PER pour réaliser un transfert chez Mon Petit Placement? Je réalise que je vous pose la question sans vous avoir donné l'information. C'est très mesquin de ma part. Donc, au moins, tout va aller plus vite. Il faut ouvrir son PER chez Mon Petit Placement avec 300 € pour pouvoir ensuite demander le transfert. Mais le PER préexistant, celui que vous avez à la concurrence, doit être de minimum 5 000 € pour être transféré chez nous. Donc, en effet, je suis navrée. C'était vraiment un piège de ma part. Ce ne sont pas les mêmes seuils. Il faut avoir 300 € pour ouvrir un PER chez nous, que vous en ayez un ou pas à côté. Par contre, si vous souhaitez qu'on récupère le transfert d'un de vos établissements bancaires qui est pour nous un concurrent, il faut que ce PER fasse au minimum 5 000 €. C'est un seuil qui est fixé pour l'instant dans le cadre de ce lancement. En fonction de comment ça se passe et de notre rapidité à exécuter, à innover et à nous améliorer, on pourra revoir éventuellement ce plafond à la baisse plus tard ou en tout cas sur des situations un peu plus particulières.
De mon côté, j'arrive à la fin de ce webinaire sur le PER. J'imagine qu'il vous reste plein de questions et c'est bien normal. On voulait vous faire une petite introduction déjà au sujet de la retraite, de la défiscalisation. Je sais qu'il y a eu des moments où je suis rentrée dans les chiffres. C'était peut-être un petit peu difficile à suivre. Donc, une nouvelle fois, reprenez vos notes ou si vous n'en avez pas pris, mobilisez vos souvenirs pour venir nous interroger en direct sur le chat. Ça permettra d'avoir plus d'interaction et puis surtout de s'adapter à votre situation personnelle parce que autant l'assurance vie pouvait s'adapter à tout le monde, autant le PER peut-être un tout petit peu moins. En tout cas, nous, on saura faire preuve de déontologie et vous dire si oui ou non ça vaut le coup d'ouvrir un PER compte tenu de votre situation fiscale, compte tenu de vos projets. Il peut y avoir plein de choses différentes qui se passent. Un trentenaire qui a pour projet d'acheter sa résidence principale dans 5 ans et qui commence à gagner un peu d'argent. Est-ce qu'il vaut mieux qu'il prépare ce projet avec un PER ou avec une assurance vie, ou alors une personne qui est déjà à la retraite mais qui continue à avoir une activité non salariée à côté. Je pense à des médecins qui travaillent souvent, même une fois qu'ils sont à la retraite, passionnés de leur métier. Je sais pas pourquoi je fais ce lien, mais j'en connais qui sont comme ça dans mon entourage. Et donc, un retraité, je suis déjà à la retraite. Est-ce que le PER, c'est toujours important? Parce que c'est vrai que j'ai une pression fiscale encore assez forte. Bref. À l'inverse d'une assurance vie où on peut facilement coller à quand même beaucoup de situations, le PER, c'est un tout petit peu plus complexe. Donc, je ne peux que vous inviter à faire un point un petit peu plus spécifique à votre situation avec des personnes de nos équipes qui sont désormais formées pour vous en parler et pour essayer de trouver la meilleure complémentarité entre votre assurance vie existante et votre PER en fonction de vos objectifs. Notre PER à nous, il est en train de cuire dans le four, donc il est très bientôt fini. Là, je dirais qu'il est, il est bleu, voire saignant, mais il est presque prêt. Donc, vous aurez des nouvelles de nous assez rapidement. En tout cas, dès qu'il sera disponible, évidemment, vous serez les premiers informés en tant que client. S'il y a encore des actionnaires avec nous à ce moment-là du podcast, vous avez en ce moment un challenge en tant qu'actionnaire que Thomas vous a proposé en début de mois. Sachez que l'ouverture d'un PER pour vous ou votre conjoint s'intègre dans le cadre de ce challenge. Donc, vous avez la possibilité de vous parrainer vous-même pour l'ouverture d'un PER et ça comptera évidemment dans le cadre du challenge qui vous est proposé par Thomas. Je vais de mon côté vous laisser ici pour la partie podcast. Pour les personnes qui sont avec nous en direct, je vais vous proposer de répondre à quelques questions identifiées par Hugo et Victor si vous le voulez. Et pour ceux qui sont avec nous en podcast, je vous souhaite une très bonne journée, fin de journée peut-être, soirée, je ne sais pas. Mais j'espère en tout cas à très vite et merci beaucoup. Fin du podcast. Alors, pour ceux qui sont avec nous, les participants, est-ce qu'il y a des questions que vous souhaitez que je remonte? On a des questions concernant l'assureur, qui c'est, les frais, quels sont les frais et un petit peu quel produit il va y avoir du coup sur le PER. Ah oui, donc tous les sujets qu'on n'a pas abordés en fait. Oui. C'est ça. J'ai été peut-être trop rapide sur cette slide là. Maintenant que je peux faire mention aux slides, ça va être plus simple. Donc, à partir de 300 €, avec 100 € de versement mensuel, ça vous connaissez. Si vous voulez pas mettre de versement mensuel, 500 € et pas de versement mensuel. Les frais, ils ont été négociés pour être faits sans aucune commission de performance, pardon. Sur les unités de compte, on va être à 0,9% par an, ou c'est l'inverse. J'ai un trou, Hugo, tu connais les frais par cœur? 0,8 UC, 0,9 €. Tu l'avais mis déjà dans le chat ou pas? J'étais en train de le mettre. Je le mets. Donc les frais, pardon, plus de commission de performance. Nos unités de compte, elles vont être payées 0,8% par an. Le fonds euro, parce que ça nécessite quand même une gestion de la part de notre assureur partenaire, 0,9% par an. Donc en fonction de si vous avez plus ou moins de fonds euros dans votre allocation, ça vous donne un petit peu le coût total qui est un coût évidemment annuel.
Et je vous le rappelle, il n'y a pas de commission de performance. Notre assureur partenaire pour ce projet PER, c'est la France Mutualiste. Donc, l'équipe avec laquelle on a déjà lancé un premier produit en début d'année, qui est le produit Plan B. La France Mutualiste, c'est un acteur majeur de l'assurance en France. C'est un groupe mutualiste, comme son nom l'indique, qui a plus de 150 ans d'existence, qui a une solidité qui nous donne confiance dans sa capacité à accompagner sur des projets long terme comme la préparation de la retraite. Et surtout, c'est un assureur qui aujourd'hui présente le meilleur rendement en matière de fonds euros. Donc, un PER a l'avantage énorme de proposer une gestion pilotée, c'est-à-dire que plus vous vous rapprochez de la retraite, plus on va sécuriser votre argent automatiquement vers le fonds euro. Et donc, évidemment, on avait à cœur qu'une fois que votre argent, il a travaillé pendant plusieurs années pour qu'il soit disponible et qu'il soit sécurisé jusqu'à l'âge de votre départ à la retraite, on voulait un très bon fonds euro. Donc, la France Mutualiste a aussi été sélectionnée pour ça. Le mode de gestion, on va proposer une gestion profilée sur ce contrat. Donc, c'est un petit peu différent de ce que vous avez sur l'assurance vie. En fait, au moment où vous allez ouvrir votre PER, vous allez choisir un profil de risque et vous allez choisir la date de départ à la retraite. Ou alors, on va le calculer, ça dépend de votre situation. Mais donc, du coup, on va dire, OK, Hugo, il part à la retraite dans... Il n'a pas envie de le savoir, mais c'est dans très longtemps. On va dire que Hugo, il part à la retraite dans 25 ans. Sympa. Il a un profil très dynamique, Hugo. Donc ça, c'est des choses qu'on va regarder par rapport à combien il gagne, quelle est son expérience financière, sa connaissance des marchés financiers, etc. Et donc, du coup, on va mettre Hugo sur le profil dynamique avec un horizon retraite à 25 ans. Jusqu'à 10 ans avant le départ à la retraite, on va investir sur les marchés financiers et donc des unités de compte qu'on a sélectionnées toujours une partie de son capital. Et puis, plus on va se rapprocher de l'âge de départ à la retraite qui nous avait indiqué, plus on va sécuriser son argent vers le fonds euro. Le but étant que, à l'âge qui nous avait indiqué, dans 25 ans, 100% de son capital soit en fonds euro et qu'il puisse librement choisir si oui ou non il veut en profiter maintenant ou pas, ou est-ce qu'il veut le laisser un peu plus investi, ou est-ce qu'il veut en faire une rente. Mais en tout cas, il n'y aura plus de risque de se dire « Oh là là, si les marchés financiers font moins 10, ça va me faire mal parce que ça fait 25 ans que je prépare ce projet à retraite. Ce serait quand même dommage que une crise financière comme il peut y en avoir sur les marchés vienne bousculer un petit peu toutes les prévisions qui avaient été faites. » Est-ce que ça répond? Un petit mot sur la commission multiplacement. Oui. Qui est absente? Voilà. Ah oui, bon ça je l'avais, tu devais être dans ton chat, mais donc je vous rappelle qu'on a choisi de faire une rémunération fixe sur le PER, à l'inverse de notre assurance vie, et notre rémunération fixe est de 0,8% pour les unités de compte par an, 0,9% pour le fonds euro par an. Et évidemment, les performances que vous voyez sur votre dashboard, que ce soit assurance vie ou PER, sont toujours nettes de ces frais. Il y a Thomas Perret qui a vu que sur d'autres PER, il y avait des frais d'entrée ou des frais à payer pour une association d'MTP. Mais qui est Thomas Perret? Je ne sais pas. En tout cas, il est gentil de me rappeler que je vous ai pas parlé de ça. Donc, évidemment, à l'image de mon petit placement, on n'aura toujours pas de frais d'entrée sur ce PER. Ce qui, en effet, pour des gens qui ont des PER ailleurs, peut être un bon argument pour le transférer chez nous, puisque généralement, les banques sont assez friandes de mettre des frais d'entrée. Et donc, forcément, qui dit frais, dit moins de capital investi, dit moins d'effet boule de neige. Donc, pas de frais d'entrée chez mon petit placement. Et on a en effet dans tous les PER de France des frais d'adhésion qui sont prélevés. Qu'est-ce que c'est que ces frais d'adhésion? Ce sont des frais qui ont vocation à rémunérer une association de protection de vos intérêts. Donc là, que vous ouvriez un PER chez Pierre, Paul, Jacques ou chez mon petit placement avec la France Mutualiste, vous allez toujours cotiser. C'est une cotisation qui est obligatoire, mais le but est que ça vienne financer des associations de protection de vos intérêts parce qu'en effet, on s'est dit, il va y avoir quand même beaucoup d'investisseurs qui vont être bloqués jusqu'à leur retraite. Ce serait quand même bien d'avoir des instances de protection de leurs intérêts, si par exemple il y a des évolutions législatives, etc. Donc, vous avez des frais d'adhésion, pas
partout, chez tous les assureurs de la place ou chez n'importe quel interlocuteur qui vous vendra un PER, il y aura toujours des frais d'adhésion. Parfois, c'est en montant, parfois, c'est en taux, mais ça existe systématiquement. Et nous, chez Mon Petit Placement, on a décidé de vous les offrir. Ils sont de 25 €, ces frais d'adhésion. Et on vous les remboursera. Malheureusement, on peut le faire que sur votre compte courant. Donc, ils seront prélevés de votre investissement PER et ils seront remboursés dans la foulée sur votre compte courant. C'est une façon pour nous de vous indiquer qu'on est tout autant engagé que cette association à protéger vos intérêts et à vous donner un petit coup de pouce pour préparer votre retraite sereinement. Pour Pierre, je confirme que les frais sont directement prélevés sur le capital versé. Comme il n'y a plus de commission de performance, il n'y a plus non plus de prélèvement sur votre compte courant. Donc là, vraiment, tout se passe sur l'enveloppe PER. Et j'ai vu passer quelques questions aussi des actionnaires par rapport à ce que je mentionnais tout à l'heure. Donc en effet, chers actionnaires, vous vous souvenez que vous êtes actuellement membre de notre équipe commerciale et que on vous invite à participer à l'acquisition de nouveaux clients pour la rentrée. Des nouveaux clients pour la rentrée, c'est soit des proches qui pourraient être intéressés par un PER ou par une assurance vie. Je vous assure que le PER sera ouvert d'ici la fin du mois. Donc, si vous avez des gens autour de vous qui souhaitent défiscaliser, ils pourront le faire et vous pourrez profiter de leur inscription dans le cadre du challenge. Mais ça vaut aussi pour vous, c'est ce que je disais. Donc, vous êtes aujourd'hui actionnaire, vous êtes aujourd'hui client de Mon Petit Placement avec une assurance vie. Si vous êtes vous-même intéressé pour ouvrir un PER, pour vous doter de ce dispositif-là, vous pouvez vous auto-parrainer. Et ça comptera, nous, de notre côté, j'ai vérifié ça avec Thomas avant la session, ça comptera bien comme un parrainage. Donc, vous avez aussi cette possibilité-là pour venir gonfler un petit peu le challenge. SCPI, je ne crois pas pour Safat. Private Equity, oui. D'une part, parce que c'est une classe d'actifs qui, en effet, au long terme, est quand même assez rémunératrice. Donc, quand on a 30-40 ans d'investissement devant soi, ça peut être intéressant d'en avoir. D'autre part, parce que c'est une obligation qui est imposée par le législateur d'avoir des dispositifs de private equity dans l'épargne retraite. Je vois qu'il est 19h25. Soit on a encore une ou deux questions, soit je vais laisser tout le monde aller profiter de sa soirée et parler d'impôts et de fiscalité avec ses proches à table. Est-ce que tu as une question à me remonter, Hugo, ou on est tout bon? Une petite question de Charles à propos des montants minimums annuels à apporter. Est-ce qu'il y en a un? Il n'y en a pas, Charles. Souvenez-vous simplement que vous avez un plafond annuel de déductibilité des versements. Si vous utilisez votre plafond annuel qui est indiqué sur votre avis d'imposition, bah, du coup l'année prochaine vous pourrez pas aller piocher dedans. Si une année vous décidez de pas verser sur votre PER parce que vous n'avez pas forcément vous n'avez pas forcément besoin, de défiscaliser. Vous avez eu une situation professionnelle un peu en dents de scie, ou en tout cas, il n'y a pas d'intérêt de défiscaliser. Soit vous ne versez pas cette année-là et donc vous pourrez récupérer vos plafonds les années prochaines, soit les années suivantes. Soit vous versez cette année-là, puis vous décidez de faire un versement en l'indiquant comme non déductible de l'impôt sur le revenu. Donc, vous versez pour votre retraite. Ça prépare un petit peu cette période-là de votre vie. Mais vous n'avez pas forcément besoin de défiscaliser. C'est possible aussi. En tout cas, nous, on ne vous imposera aucun versement annuel obligatoire. C'est tout bon? On est tout bon. Parfait. Et Yann, je crois que c'est typiquement une question qui peut agiter un repas de famille. En tout cas, moi, c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup donné à réfléchir. Je ne sais pas si on peut pas. Il y a un avantage fiscal pour ceux qui n'auraient pas vu la question de Yann. En quoi il y a un avantage fiscal si au moment du retrait du capital à la retraite, ce capital est imposé à l'IR? C'est une vraie question. Pour ceux qui ont des proches autour d'eux qui connaissent le PER, discutez-en avec eux parce qu'il y a autant d'avis que de positions. L'avis, en tout cas, de la professionnelle que je suis, est de dire qu'il y a un cas dans lequel le PER donne un avantage fiscal certain, c'est quand il y a un gros décalage de revenus entre la période de vie active et la retraite. Si pendant ma vie active, j'étais sur des tranches marginales d'imposition très élevées, 41%, 45%, j'ai eu un gros avantage fiscal à l'entrée. Si à ma retraite, pour X ou Y raison, j'ai une toute petite retraite, mes revenus baissent fortement, je passe dans une tranche à 30%,
j'ai défiscalisé dans la tranche à 45%, je réintègre le capital dans une tranche à 30%, il y a un différentiel d'impôt, il y a un vrai avantage fiscal. Pour une personne qui était à 30% en vie active et à 30% à la retraite, ça se discute un petit peu plus. Parce que du coup, en effet, c'est peut-être juste un décalage de fiscalité. L'autre réponse qu'il peut y avoir, en tout cas qui peut donner matière à débat, c'est que là, du coup, on est dans le cas où on sort en capital. Je sors en capital, donc en effet, je réintègre le capital à mon revenu imposable. Si je suis dans les mêmes tranches, ça se vaut. Si vous décidez de sortir en rente, c'est pas tout à fait le même traitement fiscal. Donc, pour quelqu'un qui va sortir en rente, il peut y avoir un avantage fiscal aussi. Si vous avez versé 100 € sur votre PER, qu'il devient 110 € avec les intérêts, et qu'au moment de sortir à la retraite, vous choisissez de sortir au capital, vous allez payer 100 €, vous allez réintégrer 100 € de ce que vous aviez versé dans votre revenu imposable. Donc, ça sera imposé à votre tranche marginale d'imposition. Et les 10 € de plus-value seront imposés à la fameuse flat tax. Si par contre, vous décidez de sortir de ce PER à travers une rente, c'est pas la même imposition. L'idée serait d'investir. Ah pardon, ça bug. L'idée serait d'investir ce qu'on déduit sur l'assurance vie. Non. Je suis pas sûre de très bien comprendre la question d'Émilie. Et Keller, l'inverse est aussi vrai. L'inverse est aussi vrai. J'ai défiscalisé quand j'étais à 30%. Et à ma retraite, mais c'est quand même rare qu'on ait plus de revenus à sa retraite que pendant sa vie active. Bon, sauf si vraiment on s'est très bien débrouillé, qu'on s'est créé un parc immobilier gigantesque. Mais l'inverse est vrai, c'est tout à fait juste. J'ai défiscalisé à 30% quand j'étais en vie active. À ma retraite, j'ai une rente qui me prenait des revenus énormes. Je suis à 41%. Ben oui, là c'est la double peine. Je vais payer encore plus d'impôts parce que ça m'a offert comme avantage fiscal. Je te laisse répondre à Safat si tu veux que je prenne… Je réponds à Émilie. Du coup, Safat, ce sera la dernière question parce que je ne veux pas vous mettre en retard. Mon contrat d'assurance vie MPP est actuellement assuré par Generali. Est-il possible de changer d'assureur et de passer chez la France Mutualiste? Le transfert d'assurance vie entre Generali et la France Mutualiste ne sera pas possible. En revanche, une situation où on ferme Generali et on rouvre la France Mutualiste s'étudie. Il y a des impacts fiscaux, donc il faut faire attention. S'il y avait déjà 2, 3, 4 ans d'antériorité chez Generali, on saura dire si oui ou non c'est une bonne idée. Mais le contrat d'assurance vie pourra pas se transférer de Generali à la France Mutualiste telle quelle. Par contre, comme je vous disais, l'ouverture d'un PER, de toute façon, c'est une autre enveloppe que l'assurance vie. Donc, on pourra tout à fait avoir son contrat d'assurance vie chez Generali et son PER chez la France Mutualiste ou d'autres dispositifs. Je vais vous laisser. J'espère que vous avez passé un bon moment, aussi bon qu'il pouvait l'être avec une présentation sur le PER. Et j'espère à très vite pour poursuivre ces discussions avec nos conseillers et j'espère vous faire profiter de ce produit avec tous ses avantages et la façon dont on l'a construit. Très bonne soirée à tout le monde.